Beaucoup, Madame Rabault. La parole est au groupe de la France Insoumise avec Monsieur Éric Coquerel. Bien. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues, ce projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de 2016 qui nous est présenté aujourd'hui est en général, ça a été dit, un exercice un peu convenu puisque largement rétrospectif et finalement comptable. Sauf que c'est le dernier budget exécuté intégralement sous le mandat de François Hollande, puisque nous avons vu que le budget 2017 porte la marque d'Emmanuel Macron et aurait mérité effectivement une loi de finances rectificative. On peut donc considérer que son examen vaut bilan. Très franchement, d'ailleurs, il serait injuste pour M. Hollande de ne pas associer à ce passif M. Valls, ici présent, enfin non, il n'est pas présent, dans les rangs de la majorité présidentielle, mais aussi M. Macron, ministre de 2014 à 2016, au point que l'on peut, sans trop exagérer, parler de bilan du gouvernement Hollande-Valls-Macron. Ce projet de loi constitue donc, en effet, la vitrine des choix économiques du quinquennat de François Hollande. Commençons donc par la mesure phare de ce quinquennat, le CICE, intégré dans ce que l'on a appelé le pacte de stabilité. Créé en 2013, en 2016, il atteint sa vitesse de croisière et à cette vitesse, on peut considérer que le choc de la gabegie fait encore plus mal. Le CICE aura en effet coûté pour la seule année 2016 22 milliards d'euros, auxquels il faut ajouter 9 milliards d'euros d'exonération de cotisations patronales du fait du pacte de responsabilité, soit au total plus de 30 milliards. On en est en 2017 environ à 40 milliards, et pour vous donner une comparaison, c'est l'équivalent quasiment de la charge du budget de l'État, qui, comme vous le savez, est la totalité des dépenses de l'État consacrées à l'intérêt de cette dette dont on nous parle tant. Alors pour quels résultats sur l'économie? Alors j'ai cherché beaucoup dans différents documents, y compris venant de l'État, et très franchement, aucune expertise, même commandée justement par l'État, n'a été à ce jour en mesure de le dire sérieusement. L'OFCE critique, je cite, un manque d'envergure, une cible trop large. La commission finances du Sénat, dans son rapport d'information sur le CICE, pointe, je cite, un outil au pilotage complexe dont le coût budgétaire est difficilement prévisible. Elle parle d'un dispositif qui a déstabilisé une administration fiscale déjà sous pression. Elle décrit la difficulté des PME face à la forme de ce dispositif fiscal. Une étude commandée par France Stratégie, Matignon donc directement, parle de questions sans réponse dans ses analyses et remet en cause les calculs de la direction du Trésor qui proclame un résultat pourtant bien médiocre au vu des sommes engagées. Aucun effet donc, ni en matière de compétitivité, d'investissement, de recherche et développement, de balance du commerce extérieur. Tout juste, notons peut-être un progrès léger dans les marges des entreprises. Et encore, expliquent ces différentes études, on ne sait pas ce qu'on doit imputer au CICE là-dessus. Et l'emploi, qui était censé être la priorité de François Hollande, au point d'ailleurs qu'on peut dire que c'est une de ses seules promesses tenues pendant la campagne, l'augmentation du chômage a fait qu'il ne s'est pas représenté. Donc l'emploi, un seul des 3 laboratoires commandité par France Stratégie, le plus optimiste, voit un effet, en gros, de 45 000 à 100 000 créations d'emplois ou sauvegarde de l'emploi dans la période 2013-2014. France Stratégie confirme cette fourchette pour 2016. On serait donc grossièrement, encore une fois dans les études les plus optimistes, à 120 000 actuellement. En gros, ça équivaut pour chaque emploi à un coût de 300 000 à 600 000 euros, de quoi embaucher, le moins qu'on puisse dire, beaucoup de gens dans les services publics ou dans la fonction publique. Souvenez-vous qu'à l'annonce de ce CICE, Pierre Gattaz nous promettait 1 million d'emplois avec ses PIMS. C'est le même qui aujourd'hui nous promet d'ailleurs beaucoup d'emplois si la loi travail s'applique dans la dureté prévue par le gouvernement. On peut donc s'attendre au pire de ce point de vue-là. Pas d'effet? Est-ce qu'il n'y a aucun effet? Bon, rappelons que dans la même période, il y a une chose qui a explosé par contre en France, c'est les dividendes et les bénéfices du CAC 40. Donc il y en a au moins qui auront bénéficié de ces aides sans contrepartie. Et j'entends beaucoup ici ou là, je vais y revenir, le fait de nous comparer sans arrêt aux autres économies européennes. J'observe que ceux qui le font au nom de la politique de l'offre oublient de dire que nous avons un record d'Europe sans conteste, c'est celui du record d'Europe des dividendes.
Donc je vous pose une question, chers collègues. Combien de temps allons-nous tolérer de jeter l'argent de la nation dans ce vide insondable, puisque M. Macron annonce qu'il va augmenter le CICE d'1 point supplémentaire en 2018 ? D'un côté, donc, on jette de l'argent par les fenêtres. De l'autre, dans la même période 2012-2016, on a supprimé 60 000 postes en équivalent temps plein dans les services publics et la fonction publique. Bien sûr, le budget 2016, vous pouvez regarder sur la loi, le règlement que vous avez proposé, est le seul qui note une augmentation des effectifs. Bon, c'est bien commode, c'était l'année N-1 en termes électoraux. Il y a donc des effectifs, surtout précaires d'ailleurs dans l'éducation nationale, et c'est vrai aussi des effectifs au niveau des forces de sécurité. Mais là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on s'est aperçu que quand on supprimait un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite, ça avait non seulement des effets sur l'État, des effets sur les politiques de solidarité nationale, mais à certains moments aussi, avec le terrorisme, ça a aussi des effets qui nous mettent malheureusement en danger, vu les politiques qui ont été produites. Tout ça pour quel effet économique ? Même du point de vue de la dette qui vous obnubile, vous osez vous gargariser d'un ralentissement de la hausse, mais la réalité, c'est qu'elle a là encore augmenté, puisqu'elle passe de 91 du PIB à 98%. En outre, on peut observer dans ce document qu'il y a que le budget de l'État présente des résultats en trompe-l'œil dont on ferait bien de ne pas trop se gargariser. En effet, on nous explique que le déficit budgétaire recule en 2016 pour s'établir à 69 milliards d'euros. Cette version, je la conteste, car elle omet juste de dire que cette baisse est expliquée en réalité par un solde considérablement exceptionnel de 7 milliards d'euros de ce qu'on appelle les comptes spéciaux. Regardez les différents comptes spéciaux année après année, vous verrez que c'est la seule année où on nous propose une augmentation de 6,8%. Et chacun sait que ces comptes spéciaux ne sont pas pertinents pour calculer la réalité d'un déficit budgétaire, car ils retracent en réalité des mouvements de fonds. Alors, par exemple, on a la rétrocession de trop perçus suite à la participation de la France au désendettement de la Grèce, ou encore le retour des prêts octroyés des États étrangers. Bref, je pense que pour juger du déficit du budget général, mieux vaut rester aux 75,9 milliards d'euros. En vérité, il faudrait intégrer d'autres chiffres à ce budget et dans ce projet de loi. Ce sont celles de toutes les victimes sacrifiées au nom de ce que vous nommez une hausse de la baisse du taux de déficit. Celle-là, il fallait l'oser. 1,2 million de chômeurs en plus entre 2012 et 2016 et une explosion de la précarité pour les jeunes. C'est sacrifié, ce sont 500 000 jeunes au chômage en 2016, en plus par rapport à 2012. C'est sacrifié, ce sont 300 000 pauvres supplémentaires, ce qui porte le total de pauvres en France à 9 millions de pauvres dans la 5e puissance économique au monde. C'est sacrifié, ce sont les associations qui doivent mettre la clé sous la porte faute de financement. C'est sacrifié, ce sont les collectivités locales, nos mairies, nos échelons de démocratie au plus près des Français, qui n'ont plus les moyens d'assurer leur mission et dont on nous explique qu'ils vont désormais devoir payer le prix de l'austérité à hauteur de 13 milliards dans les années à venir. Ces sacrifiés, ce sont les enfants qui n'auront plus assez d'enseignants pour assurer l'éducation ou ces 87 000 étudiants sans affectation dans aucune université à la rentrée. Tout à l'heure, j'entendais M. Giraud dire « on ne peut pas changer le passé, mais on pourrait, ce qui est exact, et moi j'ajouterais qu'on pourrait au moins s'en servir pour changer l'avenir. » Et de ce point de vue-là, ce qui est annoncé par M. Macron au niveau du budget 2017-2018 nous inspire le pire des pressentiments. En effet, c'est toujours la même politique. Réduction des dépenses publiques, politique de l'offre. Cette politique qui, si j'en crois certains collègues, vaudrait finalement être le seul indicateur d'une bonne santé économique du pays. Et on nous compare à l'Espagne, on nous compare à la Grèce. Enfin, allez en Espagne et en Grèce et expliquez à ceux par exemple qui partent dans d'autres pays tellement ils n'ont plus de travail dans leur pays, à la Grèce qui se retrouve dans une situation d'un pays du tiers-monde en matière de santé, que la situation économique française est moins bonne que la leur. Allez expliquer aux travailleurs pauvres en Allemagne, qui ont été multipliés par 2 en 10 ans, que la situation économique en France est une situation désastreuse par rapport à la leur. En réalité, toute cette politique se fait au nom d'un credo, celui des 3%, qui un jour a été griffonné dans les années 90 entre M. Delors et d'autres qui, d'ailleurs, s'ils avaient suivi les Allemands, auraient été portés à 5%, et qui est l'alpha-oméga de toutes les politiques d'austérité. En réalité, ces politiques, je vous le dis, sont un immense gâchis. C'est un gâchis car nous aurions pu, au contraire, permettre une bifurcation écologique de notre société. Nous aurions pu, au contraire, comme nous le proposions au niveau de l'avenir en commun, proposer un investissement de 100 milliards d'euros,
proposer un budget de l'État augmenté de 173 milliards d'euros, ce qui n'aurait été que ce que nous avons perdu depuis 2007. Et nous aurions pu aussi, et ce sera ma conclusion, faire en sorte que remettre les richesses dans les mains de ceux qui la produisent et du coup génère une activité économique vertueuse, en un mot, dans le travail et non dans la finance qui pille notre richesse collective. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce projet de loi, pas uniquement parce que nous nous opposons à cette trajectoire économique dressée en 2016, dont Macron est le continuateur, mais aussi parce que nous représentons l'alternative à ce monde. Merci. Merci, Monsieur Coquerel.